La formation d'un quatuor inédit pour affronter les Séraphins, l'emprisonnement inexpliqué de Vegapunk et de nombreux membres du Cypherpol, l'apparition de Shanks sur Elbaf, île où se rapproche dangereusement Kid, prêt à combattre à nouveau l'empereur, et la possible arrivée inattendue de la Cross Guild sur Egghead, qui voit l'équivalent de 10 Buster Calls se rapprocher d'elle. Bienvenue à tous dans cette nouvelle review du chapitre 1076 les bros, c'est Goji, et comme vous l'aurez constaté, nous sommes aux portes d'incroyables et d'impitoyables guerres sur les mers. Shanks nous fait l'ultime honneur de confirmer son lien avec les géants d'Elbaf, c'était déjà suffisant pour que ce soit un bon chapitre, mais absolument toutes ces nouvelles révélations méritent une analyse poussée et approfondie. Je vous invite à liker cette vidéo les bros, dépassons tous les records pour fêter ce chapitre 1076 de pure folie, et bien sûr, abonnez-vous car la semaine prochaine, une grosse vidéo sortira, alors ne la manquez pas. Merci à vous et profitez bien de l'analyse de ce chapitre en ma compagnie. La première partie de cette review concerne l'alliance des Mugiwara avec le CP0 qui se concrétise enfin. Libres de leurs menottes, ils joignent leurs forces à Luffy et Zoro pour attaquer les Séraphins et les repousser hors du laboratoire. Alors il y a réellement deux sujets extrêmement importants que je voulais aborder ici dans cette partie. Le premier évidemment la révélation du fruit du démon du Séraphin Mihawk. Ce dernier possède bel et bien un pouvoir issu de ses fruits comme tous les Séraphins et il s'agit du Supa Supanomi de Dazbones alias Mr. One, le plus fidèle homme de Crocodile. Et là j'ai trop le seum de pas y avoir pensé, alors que maintenant je réalise à quel point c'est si évident. Lorsque j'avais tenté de prédire l'année dernière le fruit du démon que Vegapunk aurait donné au S-Snake, le clone de Mihawk, je m'étais basé aveuglément sur celui de Diamante de la Doflamingo famille. Tout simplement car comme Jinbei, je pensais bêtement qu'Oda allait se baser sur tous leurs fruits du démon, car ce sont les plus récents prisonniers d'Impel Down. Mais non, ce chapitre nous révèle que même les détenus pré-ellipse peuvent voir leurs fruits du démon animer l'un des Séraphins de Vegapunk. En l'occurrence, Mr. One, emprisonné suite à la défaite du Baroque Works sur Alabasta, a vu ses gènes être récupérés et son paramécia attribué au S-Snake. C'est parfaitement logique, le paramécia d'un adversaire emblématique de Zoro sur Grand Line reproduit et accordé au clone de l'homme qui fera de lui le plus grand épéiste du monde. C'était évident, j'avais donc la bonne idée mais la mauvaise piste, petite déception de moi-même là. Mais c'est pas grave car cette révélation ouvre de nouvelles portes sur les possibles fruits du démon qu'auront les Séraphins, voire même les futurs Séraphins eux-mêmes. J'ai réalisé quelque chose. Vegapunk nous a révélé dans le chapitre 1070 qu'il était possible pour lui de dupliquer toutes les formes de fruits du démon excepté une catégorie, la catégorie des Logia. Or, et si nous continuons sur cette avancée, le Séraphin de Crocodile va lui aussi devoir apparaître avec son Logia de surcroît. Eh bien, il se peut que ce soit pas le cas et au contraire, ce soit un Zoan ou un Paramécia qui lui soit conféré car Vegapunk ne serait pas parvenu à cloner son Suna Sunanomi. Mais finalement, ma big révélation, elle concerne Ace, et si lui aussi allait revenir sous la forme d'un Séraphin. Alors attendez avant de me jeter des pierres, moi non plus l'idée me chauffe pas, mais écoutez-moi. On sait que ces clones sont destinés à remplacer les Shichibukai en prenant l'apparence et la force de ces derniers. On sait aussi que la récupération d'ADN pour le clonage se passe souvent à travers un emprisonnement. Eh bien, il y a un pirate qui est à la fois passé par la case de prétendant au titre de Shichibukai, ainsi que de prisonnier d'Impel Down, et c'est Ace. Ce dernier a en effet refusé de rejoindre l'ordre des corsaires après une invitation du gouvernement mondial, et il fut emprisonné sur Impel Down en attente de son exécution. La finalité de tout ça serait que comme les Shichibukai, Ace, ayant été un candidat parfait pour le gouvernement, fut cloné en Séraphin après avoir récupéré son ADN lors de son emprisonnement. Mais pas seulement. Après Bonnie avec le clone de Kuma, les sœurs Kuja avec le Séraphin d'Hancock et la réaction de Zoro et des Mugiwara en découvrant l'apparence des Séraphins Mihawk ou Jinbei, ça serait au tour de Luffy de vivre un véritable choc émotionnel en revoyant le visage de son défunt frère dans son enfance. Ce dernier n'aurait cependant, et tout comme Crocodile, pas son Logia emblématique. Ok, bon je sais pas comment on en est arrivé de parler de Dazbones à un Séraphin d'Ace, mais j'avais cette idée dans mes notes, donc il fallait que j'en parle. A vrai dire, cette partie sera vraiment courte, donc je me suis permis de développer certains sujets. Nous arrivons à l'une des parties que je vous teasais dans la dernière review, ce moment où nous allons nous rendre compte que la réputation des Séraphins n'est strictement pas usurpée. En effet, après avoir subi des attaques surpuissantes de la part du quatuor fraîchement formé, les Séraphins Kuma et Mihawk se retrouvent éjectés du laboratoire. Et là, l'incroyable avancée de la science dans son état le plus pur. Pas une réaction, pas un saignement, pas une coupure, rien. Après avoir subi de plein fouet deux attaques extrêmement lourdes chacune de la part de Luffy, Zoro, Lucci et Kaku, les Séraphins ne semblent même pas endommagés.
Je dis bien il me semble, car les dessins peuvent être un petit peu brouillons et difficiles à bien analyser, mais à mon sens, il n'y a pas d'erreur, ils sont invincibles. On en revient à ce que je vous disais la semaine dernière. Si les séraphins sont si incroyables que ça, d'après les mots de Vegapunk, c'est qu'ils le doivent aux gènes surhumains des Lunarians. Des gènes leur offrant une invulnérabilité sur quasiment tous les aspects. Peut-être même qu'avec du recul, ce n'est pas simplement que de l'ADN de Lunarian qui leur confère une telle robustesse, mais aussi celui de Kaido qui, ne l'oublions pas, a été capturé et analysé par le gouvernement mondial à plusieurs reprises. Kaido étant réputé pour son invulnérabilité, ne pouvant être blessé sans utiliser une forme très avancée de haki, ce n'est finalement pas si bête, et les séraphins nous l'auraient prouvé une nouvelle fois aujourd'hui. Plus qu'à attendre leur retour dans le prochain chapitre, mais ne soyez pas étonnés s'ils ressortent indemnes de ce combo pourtant dévastateur. Nous retrouvons enfin Vegapunk après de nombreux chapitres, emprisonné visiblement sous Egghead. Il n'est pas seul, plusieurs membres du Cypher Pole sont aussi capturés et attendent sans espoir une possible libération. Cette simple scène répond déjà à plusieurs interrogations. Où se trouve Vegapunk, effectivement, mais aussi où se trouvaient les membres du Cypher Pole disparus que mentionnait Lucci au chapitre 1068. Tout le monde est ici, et l'histoire devient alors plus incompréhensible, car le traître ayant attaqué et isolé Vegapunk s'en est également pris à des agents du gouvernement sans pour autant les tuer, ce qui n'aide vraiment pas à comprendre de qui il s'agit. Chose étonnante et plutôt assez grave même, ce même traître serait à l'origine d'une fuite des recherches de Vegapunk sur les poneglyphes au gouvernement mondial lui-même. Rappelons que l'étude d'une quelconque manière des poneglyphes est un crime d'État et fut d'ailleurs la cause du tragique incident d'Ohara. Que Vegapunk soit actuellement la cible du gouvernement devient encore plus évident, sauf que voilà, malgré tout, nous n'en savons pas plus, nous revoilà toujours avec l'histoire du traître. Je vais vraiment finir par espérer que ma toute première théorie à sujet soit la bonne, que ce n'est pas réellement un des satellites de Vegapunk, mais plutôt l'un de ses clones ratés qui résiderait quelque part sur l'île et que Vegapunk n'avait pas pu détruire. Quoi qu'il en soit, et bien que Stella, le corps principal des Vegapunk, soit réapparu, on n'est finalement pas aidé et le traître court toujours. Vivement la révélation de ce mystère, j'en peux plus. Et puis on va pas se le cacher, il y a pour l'instant bien plus important, direction Elbaf pour la troisième partie de cette review. C'est en effet sur l'île des géants que nous nous retrouvons désormais, plus précisément dans une taverne où un certain personnage profitait de ses retrouvailles avec de vieux amis. Je veux bien évidemment parler du Yonko Shanks le Roux qui nous fait l'honneur d'apparaître aujourd'hui sur Elbaf. Alors qu'il discutait avec Dory et Brogy, les premiers géants qui nous ont été présentés dans l'œuvre, un certain Eustace Captain Kidd avait engagé le combat contre sa flotte se trouvant au large de l'île. Shanks le Roux n'a alors plus d'autre choix que de rejoindre la bataille à son tour face à un adversaire qui a déjà osé le provoquer par le passé. Bon les bros, quel immense plaisir et surprise en cette fin de chapitre de retrouver Shanks le Roux, qui plus est sur la terre d'Elbaf. Après tant d'années, nous avons enfin la confirmation du lien qui unit cette île à l'empereur et ça peut débloquer vraiment beaucoup de choses pour la suite. Cette partie de la review va elle-même se diviser en plusieurs autres parties afin de cerner au mieux et le plus simplement tous les aspects de ce moment si mythique dans l'œuvre. Désolé, mais l'apparition d'Elbaf est déjà un moment à souligner en soi, alors en plus qu'elle soit liée à Shanks, beaucoup ont dû se retrouver nus de joie devant leur PC en lisant ce chapitre. Nous allons donc voir les parties suivantes. Shanks, le gardien d'Elbaf et du dernier Rod Poneglyph, la quête de vengeance de Eustace Kidd, ainsi que l'étonnante et inattendue apparition de la Cross Guild sur Egghead. Vous comprendrez pourquoi le moment venu. Alors les bros, allons-y et bienvenue dans la partie sur Shanks, le gardien d'Elbaf et du dernier Rod Poneglyph. Depuis des années maintenant, Elbaf représente une terre de mystère. Une légende même qui, bien que nous avons quelquefois l'occasion de la découvrir, était volontairement mise en retrait par l'auteur. Pourtant, et au même titre que la mythique Laftel, Elbaf fut l'une des premières îles teasées au Mugiwara lors de leur entrée sur Grand Line. Autant dire que pour nous, lecteurs, cette terre représente un goût de fin d'aventure. Mais on a le temps, et nous avons surtout tout à comprendre sur la présence de Shanks ici, sur l'île des géants. Sans langue de bois, c'est une moitié de surprise que nous avons là. Voilà bien des années qu'un lien entre cette contrée et Shanks est théorisé. Moi-même, il y a quelques mois, lors de l'analyse des Road to Laftel et du possible emplacement du dernier Rod Poneglyph, je mettais en évidence la présence de cette stèle rouge sur Elbaf, gardée par Shanks. Et c'est justement le sujet qui va nous intéresser. Si aujourd'hui toutes les théories avaient raison sur le possible lien entre l'empereur et cette contrée, alors pourquoi ne serait-ce pas le cas pour la présence du dernier Rod Poneglyph, celui nécessaire à Luffy pour atteindre la mythique Laftel? Alors que celui de Kaido, de Big Mom et même de Zunesha ont plutôt
plutôt facilement été trouvée, une seule de ces stèles manquait à l'appel, la dernière de ce quatuor indispensable pour la localisation de l'île au One Piece. Tandis que la répartition de tels éléments scénaristiques était plutôt bien respectée, avec Big Mom et Kaido représentant de véritables boss et étapes à franchir pour obtenir un butin qui aidera Luffy dans sa quête de roi des pirates, eh bien seul Shanks manquait à l'appel, celui qui était pourtant le plus proche de se rendre sur Laftel suite à son voyage avec Roger, celui qui potentiellement pouvait connaître tous les emplacements de Poneglyph, Rod Poneglyph, semblait étonnamment étranger au sujet de ces pierres indestructibles. Pourtant, Shanks, plus que tous les autres, avait un avantage absolument indéniable et incontestable, il connaissait la vraie valeur de ces stèles antiques. Roger, son équipage et par extension Shanks furent parmi les premiers à découvrir leur sens caché et grâce à Oden, à avoir décrypté le code qui les mena sur la dernière île. C'est la raison pour laquelle, en tant que possible participant dans la course au One Piece, Shanks le Roux ne pouvait laisser l'un de ses précieux poneglyphes sans défense et sans surveillance. Alors que cette stèle trônait autrefois sur l'île des hommes poissons aux côtés de la lettre d'excuse de Joy Boy, sa disparition inexpliquée serait en réalité due à Shanks qui l'aurait récupéré et transporté sur l'île de ses alliés, l'île d'Elbaf. Après tout, quoi de mieux que l'île des plus grands guerriers, une île invincible qui aurait les pouvoirs de vaincre les empereurs d'après Big Mom, que pour garder l'un des bouts de cartes nécessaires à la découverte de Laftel. Ainsi, et depuis le début, le personnage de Shanks aurait bien été destiné à être retrouvé sur l'île d'Elbaf, comme en témoignaient ses influences vikings propres à la culture nordique des géants du monde de One Piece. Mais là n'est pas le seul but, la seule raison pour Shanks de se retrouver ici. Lors de ma review du chapitre 1071, j'avais pu vous prédire dans une théorie cette apparition de Shanks que nous vivons aujourd'hui grâce à deux éléments en particulier, l'arrivée de Kid aux abords d'Elbaf et la présence des livres antiques et miraculés de la bibliothèque d'Ohara. Concernant Kid, il faut savoir que si tous les supernovas sont liés de près ou de loin à des empereurs, ce dernier est indéniablement associé au roux. Non pas à cause de sa couleur de cheveux, enfin bien que ce soit une possibilité, mais plutôt car l'apparition de ce supernova dans le Nouveau Monde est souvent marquée par la mention de Shanks juste après. Il faut dire que Kid a perdu son bras en combattant cet équipage. D'ailleurs, ce chapitre nous révèle subtilement que ce n'est pas Shanks qui en est à l'origine, mais bien Ben Beckman, devenu par la suite détesté par cet équipage. Quoi qu'il en soit, il est incontestable que plus nous arrivons à la fin du manga, plus la fenêtre de possibilités se rétrécit, et si Oda doit donner une finalité dans son histoire à la rivalité entre Kid et Shanks, c'est le moment opportun. Voilà pourquoi je m'étais persuadé que Shanks allait apparaître sur Elbaf lorsque j'ai découvert que Kid s'y rendait. La deuxième raison qui m'a poussé à imaginer le roux protéger Elbaf, c'est un autre chapitre révélé un petit peu plus tôt, un chapitre entièrement dédié à Vegapunk qui nous expliquait comment il avait découvert en s'y rendant qu'Ohara n'était pas totalement perdu. En effet, les géants d'Elbaf étaient présents pour sauver les derniers livres protégés au péril de la vie des archéologues. Or, et comme le prouve Kid en recherchant l'homme à la cicatrice de feu, qui se révélera sans doute être Aguar Disoro, le géant à l'initiative du sauvetage de ses livres, la nouvelle bibliothèque d'Ohara qui s'est établie sur Elbaf est en danger. Malgré la puissance des géants et la peur qu'ils inspirent, ça n'empêche pas des pirates comme Kid de s'intéresser aux potentielles informations sur Laftel que peut contenir les livres récupérés par Zoro. Alors qu'une vraie menace peut planer sur la sécurité des récits d'Ohara et même de Zoro, la présence de Shanks était pour moi une nécessité afin d'assurer la protection d'Elbaf comme l'un de ses territoires. Aujourd'hui, et au-delà de la présence d'un Rod Poneglyph, je suis convaincu que c'est l'une des raisons justifiant le déroulement scénaristique que nous vivons actuellement. Kid, qui est à la recherche d'un homme à la cicatrice de feu et qui miraculeusement tombe directement sur la première île où se trouve ce dernier, une île où la présence de son plus grand ennemi chez les Yonko se fait d'ailleurs ressentir. Tout fait sens. Oda avait bien prévu depuis la fin de Wano Kuni de mettre Shanks sur la route de Kid qui comptait récupérer les plus vieux et importants récits de ce monde. Le gardien des savoirs d'Ohara, qui est le roux, va aujourd'hui très clairement nous faire comprendre son rôle à nous et à Eustace Kid. Alors qu'on pourrait passer à la partie suivante, je tiens quand même à revenir sur certains points de ce chapitre, toujours concernant Shanks et sa présence sur Elbaf. Tout d'abord, et vous l'avez sans doute très bien remarqué sans moi, mais un parallèle évident se fait ressentir entre Shanks et l'enfant géant dans la taverne qui souhaitait rejoindre son équipage. Premier chapitre de cette œuvre légendaire, Luffy, un jeune garçon, implore Shanks de le prendre dans son équipage en vain. Comme quoi, l'histoire n'est faite que pour se répéter inlassablement. Ensuite, la barmaid, qui ne ressemble pas à Makino, ressemble toutefois à un autre personnage de One Piece révélé durant la guerre d'Onigashima. Il s'agit en effet d'une représentation humaine et quasi exacte de l'Omise Hera, invoquée par Big Mom et qui devait remplacer Zeus. Je doute que ce soit un pur hasard, le choix de la coupe de cheveux est bien trop précis. Est-ce que Big Mom a été influencée par ce personnage, elle qui est justement étroitement liée à l'histoire des géants, ou s'agit-il d'un simple clin d'œil sans profondeur dans le scénario d'Eiichiro Oda? L'avenir nous le dira, mais il fallait obligatoirement noter un tel rapprochement. Nous venons désormais à l'étonnante relation entre Dory, Brogy et Shanks. Plus étonnant encore, je ne m'attendais pas à voir ces deux géants rencontrés pour la première fois sur Little Garden, ici sur leur
île natale. En effet, tout juste encore après l'ellipse, ils étaient toujours à mener leur combat éternel. Il faut croire qu'Aerudin, qui voulait reformer l'ancien équipage des pirates géants d'Elbaf, a réussi son coup en ramenant ces deux légendes chez eux. Ou alors, possibilité supplémentaire, ce sont Dory et Broggy qui ont utilisé leur Eternal Post d'Elbaf, censé être remis aux vainqueurs de leur combat, pour retourner sur leur île natale. Quoi qu'il en soit, ce qui m'a vraiment intrigué, c'est leur amitié avec Shanks. Elle doit sûrement dater de l'époque où Roger avait fait le tour du monde avec son équipage. Et si c'est le cas, alors pourquoi Dory et Broggy n'ont-ils pas reconnu le chapeau de paille de Luffy? Car de sa plus jeune enfance à ses 27 ans, l'âge à laquelle il a cédé son chapeau de paille au futur roi des pirates, Shanks l'arborait fièrement comme son plus grand trésor. J'ai donc été étonné que ses vieux amis, l'ayant sûrement rencontré dans son enfance, n'aient pas fait le lien entre ce chapeau et celui de Luffy, alors que nombreux sont les personnages à l'avoir fait. Pour finir, ce n'est peut-être que moi, mais j'ai trouvé Shanks beaucoup moins joyeux et enjoué qu'il ne l'était auparavant. Des traits plus sombres semblent ressortir, mais une fois encore, je suis peut-être toujours un petit peu trop influencé par cette scène du chapitre 1054 où il dévoile son intention de s'emparer du One Piece. Nous n'allons pas revenir sur toute la symbolique que ça représente et tout ce que ça implique, ce n'est pas le but, mais je tiens quand même à notifier une nouvelle fois son désir de s'emparer du One Piece. Un désir à moitié avoué car le message qu'il veut faire passer à Kid est très clair, il a le choix de laisser les copies de ses Rod Poneglyph ou risquer de l'affronter. Sauf s'il souhaite éliminer de la course au One Piece un adversaire de Luffy afin de permettre à son protégé d'assurer sa traversée jusqu'à Laftel, cette déclaration est pour moi l'évidence absolue que Shanks veut se rendre sur Laftel à nouveau. Plus encore, il nous offre un véritable parallèle à Marshall D. Teach qui lui-même de son côté attaquait Trafalgar Law pour récupérer ses copies de Rod Poneglyph. Alors souhaite-t-il réellement récupérer les dernières clés manquantes pour se rendre sur Laftel ou cherche-t-il à rester sur un pied d'égalité avec Barbe Noire avec qui il est en lié? Dans ma théorie les concernant, Teach était à mon sens le pirate à l'origine de la requête qu'avait Shanks envers le Gorosei. S'il craint tant Teach et s'il souhaitait à ce point le freiner dans son ascension, alors peut-être que récupérer autant de poneglyphes que lui est un moyen efficace de ne pas se laisser doubler par l'Empereur des Ténèbres. C'est au tour de Kid d'être un petit peu au devant de la scène. Même si son sujet a finalement beaucoup été abordé dans la partie précédente, il n'en reste pas moins un acteur principal de cette fin de chapitre. Il est l'homme qui va faire passer à l'action Shanks le Roux, celui qui lui déclare une guerre frontale et ouverte. Comme je le disais plus tôt, son destin est très étrangement relié à Shanks, qu'il recherche l'homme à la cicatrice de feu pour finalement tomber face à l'empereur qui lui aura valu la perte de son bras, ce n'est pas que du hasard non plus. Pour autant, quel sera le futur de Kid? La tête brûlée des supernovas, celui dont la violence se lit sur le visage, s'apprête à rentrer dans un nouveau conflit contre un Yonko. Et si c'était le conflit de trop? Kid semble l'avoir oublié, mais ce n'est pas parce qu'il a vaincu un empereur qu'il peut espérer reproduire ce scénario face aux Roux. La défaite de Big Mom ne lui est pas seulement due, mais aussi à Trafalgar Law, et tous deux ont failli laisser leur vie pour vaincre l'impératrice seule qui n'avait alors pas le soutien de son équipage. Et j'ai beau aimer Kid comme personnage et comme pirate, je suis assez lucide pour me rendre compte qu'il fait face à une mort imminente. L'équipage de Shanks est ouvertement déclaré comme étant le plus équilibré parmi les empereurs. Ben Beckman lui-même est considéré comme un danger à la hauteur de son capitaine. S'il y a bien un personnage qui n'a pas usurpé ni son titre ni sa réputation, c'est bien Shanks le Roux. Alors comment aujourd'hui, avec son simple équipage et les blessures de son passé, Kid peut-il espérer une seule seconde vaincre l'empereur aux plus de 4 milliards de berry, accompagné de son équipage au complet, de sa flotte et de l'assistance des géants? C'est très simple, si Kid cherche vraiment à engager le combat et à combattre le Roux, alors je ne peux que lui prévoir une mort quasi certaine. C'est pourquoi deux scénarios s'offrent à lui, la vie à travers une reddition ou la mort dans un combat. Et vous savez tous aussi bien que moi que Kid n'est pas du genre à ployer le genou. Bien que la nouvelle ère représente le futur de la piraterie, il ne faut pas sous-estimer pour autant les grands noms qui en font partie. Que ce soit Barbe Noire pour Law ou Shanks pour Kid, ces deux monstres représentent à eux seuls la barrière finale du One Piece, les principaux Hanta et protagonistes de l'histoire. C'est la raison pour laquelle je ne vois aucun des deux l'emporter sur leur adversaire, car bien qu'ils aient ensemble réussi à faire chuter Big Mom, ils sont aujourd'hui séparés et leurs forces divisées. Et puis, il y a le sujet Zoro à ajouter à cette équation, car si Kid parvenait à vaincre Shanks et poser pied sur Elbaf à la recherche de l'homme à la cicatrice de feu, cela sous-entendrait que les savoirs d'Ohara se retrouveraient à nouveau en danger, en proie à l'un des supernovas. C'est pourquoi, quand je théorisais sur l'apparition de Shanks dans la review du chapitre 1071, je la justifiais par sa protection des livres d'Elbaf, car Elbaf va devenir le nouveau lieu de culte des archéologues du monde entier, et pour ça, cette île doit être protégée et préservée. Je n'ai donc aucun doute quant à la défaite imminente que s'apprête à vivre Kid
encore. Et puis rappelons que seul Beckman aura suffi à le vaincre, il n'y a de ça pas si longtemps. Cette fois-ci, comme le dit très bien Killer, ce ne sera peut-être pas le bras ou la jambe qu'il perdra. Ceci dit, et tout comme son homologue face à Teach, Kid pourra peut-être démontrer une excellente combativité. Rappelons qu'il est censé posséder le Haki des rois et qu'il a dévoilé un éveil de son fruit du démon absolument surpuissant face à Big Mom. Law ayant dévoilé à son tour l'éveil de son fruit du démon dans son combat contre Barbe Noire, Kid ferait sans doute la même chose face à Shanks en coulant plusieurs de ses navires alliés et peut-être le surprendre de par l'évolution qu'il a subie durant son séjour sur Wano Kuni. Quoi qu'il en soit, nous verrons très bientôt où va mener ce face-à-face, mais personnellement, j'ai du mal à imaginer une fin heureuse pour le sanguinaire Eustace Captain Kidd. On arrive à la partie finale, une partie qui semble plutôt différée de cette fin de chapitre que nous avons eue avec Shanks, Kid et Elbaf. Pourtant, elle est extrêmement reliée à ces derniers. En effet, la Cross Guild débarquerait sur Egghead. Vous devez vous demander d'où peut sortir un tel scénario, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous l'expliquer. Alors qu'on discutait avec Nina des parallèles qu'Oda a mis en place dans cet arc d'Egghead autour des supernovas, nous avons réalisé être passé à côté de quelque chose. En effet, on est parti du principe que Luffy, Law et Kid étaient tous trois sur un certain pied d'égalité après Wano Kuni. En effet, et bien que Luffy ait été élevé au titre d'empereur suite à la défaite de Kaido, tous les trois ont pourtant eu un scénario très similaire. Ils ont éveillé leurs fruits. Ils ont vaincu un empereur, ils ont eu une prime de 3 milliards de berries, et ils se sont séparés ensemble en même temps en quête de Laftel. Ce qui nous a interpellé, c'est ce fameux parallèle que je vous mettais en avant plus tôt, entre Law et Kid, qui tous les deux et quasiment au même moment rencontrent l'un des 4 empereurs. Si on suivait cette logique, alors Luffy lui-même, comme les deux autres, allait faire la rencontre d'un empereur. Problème, il est sur Egghead et pas d'empereur à l'horizon. On a ensuite réfléchi à quel empereur pourrait potentiellement rencontrer Luffy et il nous a pas fallu longtemps pour que le seul Yonko disponible nous vienne à l'esprit, Baggy le clown. Ce dernier a en effet obtenu le titre de Yonko au même moment que Luffy et devenait éligible à rencontrer ce dernier puisque, comme on disait à l'instant, chacun des supernovas de Wano faisait face à un empereur. On en vient donc à la question suivante, que ferait Baggy mais surtout la Cross Guild sur Egghead? Eh bien plusieurs indices et foreshadows pourraient être dissimulés nous laissant sous-entendre un tel événement. L'une des clés est Morgan's Big News, qui dans le chapitre 1074 a fait une annonce folle au monde entier. Luffy au chapeau de paille prend Vegapunk en otage et se retranche sur Egghead où il livre une guerre totale contre la marine. Si vous pensiez au premier abord que ce titre n'aura pas grandes conséquences, détrompez-vous, car ça serait justement l'élément déclenchant la venue de la Cross Guild sur Egghead. Laissez-moi vous rappeler une chose. La Cross Guild fondée par Crocodile et Mihawk avait un but très simple, affronter la marine. En tout cas, leur système repose sur la traque et l'assassinat de soldats de la marine au point qu'ils aient mis en place des primes sur ces derniers. Aujourd'hui, Luffy, fut un temps allié à Baggy et Crocodile, dont le vice-capitaine Zoro est étroitement lié à Mihawk, est dévoilé dans la presse comme se livrant une guerre entière face à la marine. La même marine que souhaite affronter la Cross Guild. Ainsi, à la connaissance de cette nouvelle écrite par Big News, la Cross Guild et sa flotte feraient cap vers Egghead. Mais ce n'est pas tout, car dans ce chapitre, une information extrêmement importante nous est faite, tout en étant quelque peu dissimulée par tous les gros événements dévoilés. En effet, ce n'est pas moins de 100 vaisseaux de la marine qui s'apprêtent à attaquer l'île. Savez-vous combien de navires de la marine composent un Buster Call, connu pour représenter le mouvement militaire offensif le plus puissant du manga? 10. Effectivement, le Buster Call est composé de 10 navires de la marine. Alors que ça pouvait paraître énorme à l'époque, aujourd'hui ce sont une centaine de navires qui font route vers Egghead, l'équivalent de 10 Buster Call. Les chances de s'en sortir ne sont pas infimes, elles sont inexistantes. C'est pourquoi, sans aide externe, il sera impossible de s'en sortir. Et là, la Cross Guild arriverait à point nommé. Pour autant, est-ce que cela va empêcher la théorie de ma dernière review, à savoir que Luffy se fasse capturer? À mon sens, absolument pas. Comme je vous l'ai prouvé, Luffy se fait capturer à chacun des arcs de One Piece, et j'ai la certitude que Egghead ne dérogera pas à la règle. Cependant, cela n'empêche en rien la possible apparition de Crocodile, Mihawk et Baggy venant en aide, non sans idée derrière la tête, à d'anciennes connaissances. Au-delà de la rencontre avec Luffy, les 3 Shichibukai pourraient également et à leur tour découvrir avec stupeur l'existence des Séraphins, les clones pour lesquels le gouvernement mondial a supprimé le titre de grand corsaire. Egghead étant le berceau des Séraphins, leur lieu de naissance, le moment serait plus que parfait pour mettre en opposition les clones et les originaux dans ce qui semble être l'une des guerres les plus ambitieuses de One Piece. Que ce soit sur Egghead ou même sur Elbaf, de violentes batailles vont faire rage. Les vainqueurs de ces dernières se rapprocheront inévitablement de l'île finale et des secrets qu'elle cache depuis plus de 25 ans.